Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers d'une toute dernière fournée de 4 machines emblématiques des années 80, le Tandy TRS-80, le Commodore PET, le Sinclair QL et le SAM Coupé. Pour l'instant, notre FPGA low cost qu'est le CD n'a flanché que sur le Commodore VIC-20. Voyons s'il fait toujours aussi bien sur ces 4 machines plus confidentielles. Le Tandy TRS-80 Color Computer est le descendant du TRS-80 premier de nom qui date de 1977. Ce Color Computer, souvent surnommé Coco, est sorti en 1980 et est architecturé autour d'un processeur Motorola 6809 épaulé par 4, 16 ou 32 kT de mémoire selon les versions. Il est livré avec le Microsoft Color Basic qu'il faudra malheureusement programmer avec un énième clavier chiclette à touche-gomme. Je me souviens avoir fait mes premières armes en programmation sur cette Alice 90 équipée du même basique. Que de bons souvenirs sur cette machine. Bref, sa puce graphique dédiée, nommée VDG, est capable d'afficher des pixels dans une résolution de 256 par 192 en 9 couleurs, et peut aussi travailler avec différents codes de caractères semi-graphiques. Le Coco a été décliné en 2 versions, le Coco 2 de 1983 à 1986, très proche du premier, et le Coco 3 de 86 à 91, au hardware plus évolué mais rétrocompatible avec les déclinaisons précédentes. Le cœur utilisé est en version 20.05.18, et comme d'habitude, le lien vers le GitHub de Manuferi est disponible dans la description. Au niveau des options, au-delà du traditionnel chargement des images de disque ou d'images virtuelles, on retrouve la possibilité de changer la fonte de caractère, de changer la plage analogique pour la liaison du moniteur, de sélectionner le type de manette, de changer le mode de couleur, c'est le VDG Artifacts, d'ajouter des skylines, de booster un peu le processeur de la machine, de changer la quantité de RAM embarquée, même si 128 kg seront largement suffisants, d'ajouter un composant sur le port utilisateur, d'ajouter ou non le port série, autrement appelé bitbanger, de brancher un périphérique sur le port RS232, un modem, et enfin une extension MIDI. Je pense que les options du Coco sont largement couvertes dans ce cœur et ravira tous les amoureux de cette machine. Pour en terminer avec le Coco, voici une petite sélection de ses jeux emblématiques. Le Commodore PET 2001, c'est le premier essai de la société Commodore International dans le monde de la micro-informatique. Sorti en 1977, il ne brille pas par son design, mais sa conception tout en un lui permet de toucher le grand public. Mu par un processeur MOS 6502 et doté de 4 à 32 kilo de mémoire selon les versions, il inclut un basique qui aura permis à bon nombre d'Américains de se faire la main sur la programmation. Son moniteur est monochrome et peut afficher 40 caractères sur 25 lignes du haut de ses 9 pouces de diagonale. Son lecteur de cassette intégré, le dataset, lui permet de lire et sauvegarder les programmes, même si un lecteur de disquette 5 pouces 1/4 viendra compléter la gamme de ses accessoires par la suite. Le PET 2001 est l'ordinateur qui a permis à Commodore d'engranger suffisamment d'expérience et de moyens financiers pour se lancer vers le succès qu'on lui connaît avec le VIC-20, le C64 et plus tard l'Amiga. Le cœur utilisé ne date pas d'hier puisqu'il est en version 19.12.26. Ces options sont assez limitées et permettent de charger une cassette, d'accélérer leur chargement,
de booster la vitesse du processeur, de changer la couleur d'affichage sur l'écran monochrome, de rajouter un dongle de diagnostic, ce qui permettait de tester ses composants à l'allumage, et enfin de rajouter les traditionnels Skyline. Au niveau des jeux, je n'ai pas eu de problème particulier pour les charger, bien que je n'ai pas trouvé les touches pour jouer à ce jeu d'échecs. Sur le Space Invaders, pas de soucis, ça fonctionne bien. Le Sinclair QL est celui qui a la lourde tâche de succéder au best-seller Sinclair ZX Spectrum. Pour ce faire, Sinclair a choisi de tout changer. Son processeur délaisse le Z80 pour un Motorola 68008, épaulé par 128 kilo de mémoire. Cela le rend d'office incompatible avec le Spectrum, et c'est une première erreur de la part de la firme anglaise. Son stockage est assuré par 2 lecteurs de microdrive, système créé par Sinclair dans le but de s'affranchir des coûteux lecteurs de disquettes. Ces modes graphiques peuvent afficher soit du 256 par 256 en 8 couleurs, soit du 512 par 256 en 4 couleurs. Rien d'extraordinaire pour un ordinateur sorti en 1984, mais Sinclair ne veut pas le positionner comme une machine de jeu, mais comme un ordinateur destiné au monde semi-professionnel. C'est la seconde erreur de Sinclair car ces machines sont reconnues par les nerds des premières heures et ce positionnement n'est pas du tout dans la cible. Ces 2 erreurs feront de ce Sinclair QL un échec commercial, surtout face à des concurrents beaucoup plus affûtés et bien positionnés sur le marché grand public ou professionnel. Le cœur utilisé pour réaliser ce test est en version 19.12.03. Ces options permettent de charger un disque microdrive et d'en changer le sens de lecture. La RAM peut être augmentée, mais 128 kg correspondent au Sinclair QL d'origine. Le format vidéo peut passer en NTSC ou en PAL, et enfin les Skyline habituels peuvent être rajoutés. La machine est basique, les options le sont aussi. Le Sinclair QL est une machine surtout destinée aux professionnels. Sa ludothèque est essentiellement composée de programmes utilitaires. On retrouve toutefois quelques jeux comme ce Solitaire destiné à combler des heures interminables au bureau. La quatrième et dernière machine de ce test est le Sam Coupé, ordinateur britannique méconnu sorti en 1989 et commercialisé jusqu'en 1992. Pensé pour être rétrocompatible avec le Sinclair ZX Spectrum, ce Sam Coupé est architecturé autour d'un processeur Zilog Z80B poussé à 6 MHz. Il embarque 256 kilo de RAM dans sa version de base qui peuvent être étendues à 512 kg directement sur la carte mère et même 4 MB via un connecteur externe. Sa résolution est loin d'égaler le standard de ce début des années 90, avec un 256 par 192 en 16 couleurs. Un Amiga 500 sorti 2 ans plus tôt fait déjà beaucoup mieux. La puce sonore rattrape un peu l'ensemble avec un son délivré sur 6 voix et 8 octaves stéréo. Comme il est pleinement compatible avec le ZX Spectrum, le speaker est lui aussi de la partie. Le basique qu'il contient est très évolué et contient des instructions graphiques bien plus évoluées que le Spectrum. Malheureusement peu répandu, il ne laisse pas le temps aux développeurs de l'exploiter pleinement. Le cœur destiné au CD est en version 19.12.26 au moment où j'écris cette vidéo. Au niveau des options, il est bien sûr possible de monter des disquettes, mais aussi d'interdire l'écriture sur celle-ci, de rajouter des Skyline, de booster le processeur, de régler le niveau de compatibilité avec le ZX Spectrum, et enfin de rajouter un module de RAM externe. Sur la petite centaine de jeux développés pour ce système, certains ont quand même marqué les esprits, en voici une petite sélection.
Voilà pour cette dernière fournée de machines capable de fonctionner sur le CD. Encore une fois, pas de lacune à déplorer du côté de notre FPGA low cost qui tient toutes ses promesses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.